L'œil de l'expert aujourd'hui, mon invité c'est Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Valérie. Vous êtes journaliste, on vous connaît bien, vous avez été sur TF1, LCI, vous êtes un brillant éditorialiste économique. Vous publiez Tout n'est pas foutu chez Albin Michel. Je dois vous dire que quand j'ai lu le communiqué de presse, je me suis dit il est fou. Il vient nous parler de sa prostate, de sa libido, il est dingue. Et puis j'ai lu le livre et je trouve que ce livre devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que je suis vraiment... D'abord, il est remarquablement bien écrit. C'est pas du copinage, on se connaît mais pas très très bien avec Jean-Marc Sylvestre. Donc je le dis en toute sincérité, c'est que vous osez et vous y allez carrément parler du cancer de la prostate, de ce cancer que vous avez eu et de ce combat que vous avez mené seul. C'est du courage. Qu'est-ce qui vous a décidé à raconter cette histoire ? Écoutez, ce qui m'a décidé à raconter cette histoire, c'est que je m'en suis sorti d'abord. Ouais. Donc une fois que je suis sorti, je me suis dit mais pourquoi je m'en suis sorti après tout, peut-être que ça pourrait servir à d'autres, la façon dont je m'en suis sorti. Et puis j'en ai parlé parce que j'en avais marre qu'on n'en parle pas. Ouais. J'en avais marre qu'on n'en parle pas. C'est la première cause de mortalité chez l'homme, par le cancer. C'est le sujet tabou par excellence. Ouais. C'est le sujet tabou par excellence parce qu'on n'ose pas en parler, parce que la prostate c'est un lieu. C'est un organe trop intime, trop qui touche à la masculinité, à la virilité, qui touche au pouvoir. D'ailleurs, pour ça que le pouvoir en a tellement peur et qu'il le cache. J'ai tout un chapitre sur les secrets d'État. Sur les secrets d'État. Incroyable. Et j'ai été fasciné par l'histoire de François Mitterrand, qu'on ne connaissait pas, sur laquelle j'ai apporté 2 ou 3 éléments un peu nouveaux, à savoir qu'il a été diagnostiqué quand même le lendemain de son accession à l'Élysée. Et j'ai vu d'ailleurs que les enfants de François Mitterrand qui se sont exprimés à l'occasion de l'anniversaire du 10 mai ont confirmé ça, qu'ils n'étaient pas au courant eux-mêmes. Ils ont été au courant dans les dernières années, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et alors c'est un livre de journaliste également, parce que vous avez mené l'enquête, vous avez voulu comprendre, vous avez voulu savoir. Donc vous avez été chercher, alors c'est un petit peu dans le désordre tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le livre, mais vous êtes allé voir effectivement les causes, le lien, parce qu'un ami avec qui vous vous êtes fâché vous dit tu es puni par où tu as péché. Donc vous vous êtes intéressé au mythe de Don Juan, vous êtes allé chercher dans la littérature. Parce que comme on n'en parle pas, on fantasme, on raconte n'importe quoi sur le phénomène de la prostate. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui n'a pas de symptômes au départ. C'est ça. C'est totalement asymptomatique. Donc si vous êtes diagnostiqué parce que vous êtes au courant et que vous avez voulu être diagnostiqué et que vous avez voulu lire les marqueurs. Ou alors, c'est par hasard, parce que vous tombez sur un médecin copain qui dit tiens, après tout, on pourrait faire ton taux de PCA, ça coûte rien, et on verra bien. Donc c'est totalement par hasard. Et quand vous commencez à avoir des symptômes, eh bien, à ce moment-là, c'est déjà un peu tard, parce que vous avez plus forcément le temps. D'autre part, c'est une maladie qui a eu la réputation d'être une maladie de vieux, à un moment où l'espérance de vie était courte. Donc on était vieux à 60 ans, ou on était vieux. C'est ce que vous dites, on mourrait de ça, mais on mourrait de ça sans le savoir. Et aujourd'hui, on assiste à 2 phénomènes. D'abord, l'espérance de vie est beaucoup plus longue, l'espérance de vie jusqu'à 80 ans, et d'autre part, la prostate apparaît plus tôt. Alors, pour quelles raisons apparaît-elle plus tôt ? Alors, bien sûr, il y a effectivement les raisons quasi morales, c'est-à-dire ceux qui ont eu beaucoup de relations sexuelles. Vous avez eu trop de relations sexuelles avec des partenaires trop différents, avec un tas de choses comme ça. Tout ça, c'est de la foutaise. Vous êtes allé rechercher les études. Sur la masturbation, en revanche, il semblerait qu'une masturbation jeune... Absolument, ça rend service. Ça rend service. Mais bon, c'est un peu tard quand on a 60 ans. Ça rend service, mais ça rend sourd, il paraît. Enfin bon, donc. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est invraisemblable. Et alors la deuxième chose, c'est que j'ai vécu. Là, je raconte mon histoire. C'est que à partir du moment où vous êtes diagnostiqué, vous rentrez dans une galère et dans un protocole dont vous avez en gros la responsabilité. C'est-à-dire que le médecin se décharge sur vous. Le médecin se décharge sur le fait de vous voulez être soigné ou vous voulez pas être soigné. Si vous voulez être soigné, ça va.
va, mais il y a des risques. Ouais. Quels sont les risques? Ils ne sont pas forcément tous d'accord. Non. Et puis d'autre part, si vous ne voulez pas être soigné, ça va durer 5 ans, 6 ans. C'est une maladie à évolution lente. Ouais. Chez Mitterrand, ça a duré 15 ans. Ouais. Parce que ça préserve les fonctions essentielles. Et puis ensuite, si vous voulez être soigné, quel protocole? Ouais. Ouais. Et là, vous avez à peu près 4 à 5 protocoles qui sont en concurrence dans Paris, dans le monde entier, entre l'ablation, la radiothérapie, la cryothérapie. Avec des conséquences, évidemment, sur l'érection, sur... Non, mais alors des conséquences, il faut le dire très crûment. La première des conséquences, c'est le risque d'avoir des fuites urinaires. Ce qui est épouvantable. J'ai un ami qui est directeur général à la BNP, il a 55 ans, il va au bureau avec des couches. C'est l'humiliation la plus totale. Quoi. Et pour lui, c'est un enfer. Donc il va repasser sur le billard, essayer de trouver une solution. La deuxième conséquence, c'est effectivement un risque d'abîmer pendant l'opération ou la radiothérapie, les nerfs érectiles qui commandent l'érection, et à ce moment-là, eh bien, vous n'avez plus effectivement d'érection, et vous avez une vie personnelle et qui est quand même très handicapante, ou qui doit être très modifiée. Ou alors, il faut faire de la rééducation, et ça ne se rééduque pas comme une prothèse de hanche. Non, c'est ce que vous dites. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Vous racontez d'ailleurs cette rééducation. Le livre commence par cette phrase: voilà, je ne bande plus, ma verge est morte, réduite à une vague présence sans vie, sans chaleur, un truc qui pendouille, une peau ridée par où passe l'urine et rien d'autre, je n'ai plus de sperme, rien, pas de liquide séminal. Oui, mais c'est pas une phrase de moi. Et c'est pas une phrase de vous, effectivement. Il y a eu un article dans Le Parisien qui vous l'a attribué. C'est une phrase de Tahar Ben-Jelloun. Absolument. Tahar Ben-Jelloun qui l'a raconté. Qui a raconté dans un livre, L'ablation, qui n'a pas eu énormément de succès, parce que lui aussi, il a été reçu par quelques réserves et quelques gênes. Pourquoi vous dites lui aussi? Vous sentez qu'il y a un malaise quand vous parlez de ce sujet? C'est pas un sujet qu'on discute là. Et de ce point de vue-là, c'est ça qui m'attirait aussi. Le fait, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on est tellement coincé quand il s'agit de parler de ça? Moi, j'ai une admiration sans borne sur la bataille qu'ont menée les femmes contre le cancer du sein. D'une part, ils en ont fait la pédagogie, ce qui fait que même les jeunes filles dès l'âge de 16, 17, 18 ans, elles savent qu'il faudra que dans quelques années, elles fassent attention, surveiller tout ça. Et puis, elles ont banalisé et elles ont anticipé les traitements, les préventions, etc. Ce qui fait qu'elles en parlent tout naturellement. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gêne. Les hommes sont coincés là-dessus. Si jamais il y en a un qui commence à en parler, ça tourne à une histoire de cul, c'est d'une vulgarité sans nom, et puis vous arrêtez, quoi. Mais c'est vrai que ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour le dépistage. Parce que c'est important. Autant les femmes savent qu'il faut faire des mammos, des examens de dépistage, mais les hommes, c'est beaucoup, à moins d'être vraiment très, très conscient, c'est beaucoup, on n'en parle pas. Alors le dépistage, on n'en parle pas, on ne sait même pas comment on le fait. C'est un marqueur, c'est une prise de sang, c'est une prise de sang, un PSA. S'il est supérieur à 5, il faut commencer à s'inquiéter. S'il est inférieur, tout va bien. Il peut varier, donc il faut en prendre plusieurs fois. Et puis après, vous rentrez. Si jamais votre marqueur est allumé, il faut rentrer faut aller voir un médecin, une auscultation. Et je peux vous dire, le chiffre m'a été donné par Bernard Debré, avec qui j'ai beaucoup parlé de ça, puisque j'étais allé le voir. Je raconte cette histoire d'ailleurs. Vous ne vouliez pas vous faire opérer par lui? Je ne voulais pas me faire opérer par lui parce que je voulais le Federer. On m'avait dit, tu prends le Federer de la chirurgie, qui existe, où il y a 2 ou 3 Federer à Paris, mais qui sont submergés de monde. Donc vous êtes dit, je vais voir Bernard Debré. Il va me pistonner, puisque on le connaît tous, Bernard. Enfin, on le connaissait. Il a quand même fait beaucoup de travail pour la pédagogie de tout ça, mais il me dit surtout, tu n'en parles pas. Tu n'en parles à personne, parce que si tu en parles à tout le monde, on va te descendre professionnellement, effectivement, heureusement. Donc il m'a donné des conseils. Et puis je lui ai dit, écoute, je viens pas pour que tu m'opères, Bernard. Je voudrais que l'un des membres de ton équipe m'opère, parce que... Mais il vous dit, mais ça a été mon assistant. Il dit, mais il est hors de question, c'était mon assistant, il a fait en plaisantant. J'ai fait une très grosse erreur de penser qu'il voulait s'imposer, parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance aussi à ce moment-là de renouer. Ma femme a été formidable. Votre ex-femme qui est revenue. Parce que c'est la seule qui se disait, bon, je vais peut-être
peut-être pouvoir lui parler de ça. Moi, Ouais. voilà. Parce que Effectivement. ce qui ressort quand même beaucoup du livre, vous le dites, vous n'en avez parlé à personne. Page 228, vous dites la pire des choses qui me soit arrivée dans cette aventure aura été de me retrouver isolée, seule à lire, à interpréter les analyses, seule à affronter les médecins, personne avec qui parler le soir, personne à qui se confier. J'étais prostatiquement seule. Oui, c'est vrai. C'est vrai, impossible même d'en parler. Je n'ai jamais parlé, jamais parlé à mes enfants. Mes enfants ont découvert le livre ils l'ont lu, il y a 10 jours, justement. ils l'ont lu, tous les deux en même moment. Et bon, ils ont été formidables, quoi. Ouais. Ils ont dit. Et vos amis ont réagi comment? Plutôt bien. J'ai eu beaucoup de demandes pour comment on fait, qu'est-ce qu'il faut surveiller, etc. Le message que vous avez aujourd'hui, qu'on peut faire passer, obligation à partir de 50 ans, 45, exactement comme la coloscopie. C'est ça. Et puis faire la pédagogie, parce que je reviens à Bernard Debré, il me dit, tu sais, 70% des hommes qui viennent dans mon cabinet, ils refusent le toucher rectal. Si je ne fais pas le toucher rectal, je peux pas savoir, parce que c'est une histoire de grosseur de prostate. Oui, voilà, c'est une boule de billard. Mais avant le toucher rectal, il y a le taux de PSA qui donne une indication. Mais il est essentiel d'en parler, de ne pas. C'est vrai que on moque beaucoup la ménopause, le vieillissement des femmes, etc. Sauf que les hommes ont aussi un certain nombre. On refuse de vieillir. Oui, mais non, mais parce que le vieillissement, c'est aussi la perte du pouvoir. Oui, c'est une formidable page, l'introduction là-dessus. Alors je vous dis, j'étais seul, mais c'est pas vrai, j'ai pas été seul. Tara Benjeloun, j'ai vécu pendant cette période avec Romain Gary. Oui, c'est ce que Romain Gary et Hemingway. Moi, j'avais oublié que c'était pour cela en partie qu'il s'est suicidé, parce qu'il avait suicidé d'ailleurs tous les deux un peu de la même façon. Ouais. En se tirant une balle dans la tête, et Romain Gary aussi. Et c'est d'ailleurs leur lecture qui m'a emmené vers le mythe de Don Juan, parce que eux aussi ils avaient ça dans l'idée, parce que ils vivaient quand même une vie de pantouflard absolument extraordinaire. Non, mais c'est franchement un livre à mettre entre toutes les mains, j'ai envie de dire. En tout cas, que vous soyez femme pour votre mari. Je veux dire, c'est vrai que puis on n'a pas parlé de tout l'aspect libido que vous expliquez, que ça a été très compliqué, mais que on y arrive, tout n'est pas foutu. On y arrive parce que tout ne se passe pas en bas, en dessous de la ceinture, ça se passe aussi beaucoup dans la tête. Et la vie, vous dites, la vie continue, et c'est tellement bon, c'est la dernière phrase du livre. C'est chez Albin Michel. Merci Jean-Marc Sylvestre, et tous les hommes qui nous écoutent, faites un dépistage de votre taux de PSA, et on s'en sort très bien. Voilà. Merci à vous. Merci Jean-Marc Sylvestre.